Bienvenue tout le monde à notre deuxième émission de l'informel sous forme de confinement. J'espère que vous avez apprécié l'émission qu'on vous a présentée la semaine passée. On garde encore un petit peu la même formule. On va jaser avec des gens. On a deux invités aujourd'hui à l'émission. On va parler d'actualité aussi avec mon collègue Sylvain. Nos deux invités, on a Annick Brazo qui va venir nous parler là, de la violence conjugale là, dans ce temps de confinement. Évidemment, là, Annick Brazo qui est de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Puis aussi, grosse nouvelle, la semaine passée, ben, les Flames ont été vendus. Donc, on parle des Flames de Gatineau là, qui jouent leur partie ici dans le secteur Buckingham. Mais tout d'abord, parlons d'actualité. On va jaser avec Sylvain Caron, le journaliste de TVC Bastille. Sylvain, ça va bien? Ça va très bien, Jean-François, et toi de même? Ça va super bien, je te remercie. Donc, deux sujets à l'horaire aujourd'hui, principalement. Bon, évidemment, là, l'ouverture des écoles, j'imagine, puis aussi ce qui a été annoncé là, juste ce midi, là, la réouverture graduelle des entreprises au Québec. Donc, si on commençait, mettons, avec la réouverture des écoles, puis je tiens à mentionner qu'on a essayé de rentrer en contact avec la commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Malheureusement, ils se disent pas prêts à nous donner, à nous accorder d'entrevue parce que, bon, c'est trop nouveau, là. On sait que d'autres commissions scolaires dans la région se sont prononcées un peu là, sur leurs inquiétudes, tout ça. Puis je vois les enseignants, je vous vois les enseignants, puis je vous lis. Je sais que ce ne sera pas évident. Je ne voudrais pas être enseignant moi-même dans les prochaines semaines pour vivre cette situation-là. Donc, à toi la parole, Sylvain. Ben, écoute, Jean-François, on a appris hier la réouverture des écoles, mais primaires seulement, ainsi que des services de garde aussi. Donc, on va procéder en deux temps, les zones chaudes et les zones froides. Donc, pour la zone froide, qui est ici, en Outaouais, on va procéder à partir du 11 mai. Et aussi, bon, pour ce qui est de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, on parle du 19 mai, soit une semaine et un jour plus tard. Donc, les écoles secondaires et aussi les cégeps et les universités vont demeurer fermées jusqu'en septembre. Pourquoi? Eh bien, on a évoqué plusieurs raisons, dont une raison pratique, c'est que les élèves du secondaire, bon, surtout dans la région de Montréal, vont utiliser les transports en commun et donc on ne voudrait pas mettre tous ces gens-là dans les transports en commun, qui c'est comme assez impossible de respecter un 2 mètres de distance entre les personnes. On sait, le métro de Montréal, même en temps normal, est très, très congestionné déjà là, même avec les nouvelles rames de métro qui ont été inaugurées l'année passée. Donc, ensuite, on a les étudiants du secondaire qui vont pouvoir retourner chercher leurs effets scolaires, leurs effets personnels dans leur case, parce que, bon, l'école est fermée jusqu'en septembre, tout ça va changer au niveau de septembre. Donc, on va les récupérer. Ça, encore là, ça reste à déterminer. Il y a beaucoup de choses qui restent à déterminer aussi. On a, pour les étudiants du secondaire aussi, des prêts de matériel connecté à Internet. Bon, c'est ici dans la région, il y a des gens qui ne sont pas connectés à Internet et, bon, tu en es Ouais, à la un, maison, c'est mon un à la problème. maison. C'est Ouais. un autre problème d'avoir un Internet haute vitesse fiable pour pouvoir se connecter et puis pouvoir étudier. Parce que là, le ministre, au départ, a eu comme on dit, un petit peu d'aisance avec ça. On dit, OK, c'est pas fait. Prenez ça un peu comme une vacance. Ça. Hmm. Mais là, c'est devenu plus important. Là. Et là, le ministre, hier, a été vraiment, vraiment Direct, là. spécifique, Ouais. oui, très direct, même un peu sec, j'ai trouvé dans le comment il a dit ça. Les vacances sont terminées. Là. Les étudiants vont être évalués d'ici juin. Comment, on ne le sait pas. Euh, ça va être aussi une autre chose là, qui va être à déterminer. Comment les professeurs vont pouvoir évaluer les élèves. Il a rajouté aussi que ceux qui avaient déjà passé leurs deux premières étapes de l'année, qui sont complétées, eh bien, il n'y avait pas vraiment à s'inquiéter. Ils vont passer leur année et vont aller au secondaire au niveau suivant. Donc là, ce qui est aussi à déterminer, c'est comment les professeurs vont évaluer les étudiants en mode échec, ceux qui étaient en échec Mhm. à l'heure où on a arrêté, au mois de mars. Donc là, ça va être assez difficile à voir. Après ça, ça va être, on le sait, une présence volontaire pour les élèves du primaire et même aussi pour les CPE aussi. Je reviendrai un petit peu plus tard aussi. Donc, avec l'ouverture des écoles primaires, on prévoit un maximum de 15 élèves qui sont admis en même temps par classe.
pour respecter plus facilement le 2 mètres. Et bon, là, le ministre s'est fait poser la question, est-ce que vous êtes confiant d'être capable d'avoir une présence de 15 maximum? Craignez-vous pas que les gens envoient leurs enfants à l'école? Puis, la réponse a été, ben, savez-vous, en milieu défavorisé, on a 22 élèves par classe, en milieu plus aisé, 26. Donc, ça devrait être facilement atteignable, que 15 personnes et peut-être même moins vont se présenter. Parce que c'est sûr, on a demandé aux enfants qui avaient des maladies chroniques, exemple donné, asthme, bronchite chronique et compagnie, des problèmes respiratoires, ben, de rester chez eux. Et aussi ceux qui avaient des enfants dont les parents ont des maladies chroniques, de rester à la maison. Donc, ça devrait se passer assez bien. Et puis, on demande aussi aux parents de téléphoner à leur, ou de signifier, là, je ne sais pas, encore là, ça va être à déterminer comment on va procéder, mais de signifier au moins une semaine à l'avance leur intérêt à envoyer l'enfant à l'école pour évaluer le nombre de places disponibles et savoir si c'est vraiment réaliste. Là, Si tu encore permets, là, Sylvain, je vais t'arrêter là, à savoir, parce que là, tu parles de quantité d'élèves dans les classes. C'est quoi le plan? C'est parce que c'est ça, c'est basé sur des prévisions, se dire on s'attend à ce qu'il y ait à peu près la moitié des classes. C'est quoi le plan si ce n'est pas le cas? Si une classe déborde et qu'ils ne sont pas capables de maintenir les distanciations sociales? distanciation sociale, oui, on le sait, c'est quand même assez difficile. Et puis, le docteur Massé, qui est un peu le bras droit de Horacio Arruda, l'a précisé un peu. On demande à ce que les gens à la distanciation sociale soient là dans la majorité des cas. Et puis surtout, ben, surtout en classe, j'imagine, mais on peut pas retenir les enfants ad vitam aeternam. Il va y avoir des contacts entre eux. Comment on fait si ça déborde? Eh bien là, le ministre ne s'est pas avancé là-dessus. Il n'y a eu OK. aucune vraiment de réponse. Ils se sont dit confiants d'atteindre le 15 maximum. Là, par contre, si avec les parents qui envoient des demandes ou des intentions d'envoyer leurs enfants à l'école, là, c'est là qu'on va voir s'il y a une masse de gens qui envoient leurs enfants à l'école. C'est là qui va être le nœud du problème, s'il y en a un. À ce que j'ai pu comprendre, à ce que j'ai pu sentir un peu dans la population, je pense qu'on va être quand même assez capable de maintenir le fameux 15 élèves par classe. Puis il va y avoir des cas aussi, des cas d'exception, que les classes sont trop petites. Il y en a qui vont être jugées un peu trop petites, donc il va falloir y aller vraiment au cas par cas. Un autre cas aussi, ça va être le transport scolaire. Ouais. Comment on va protéger les chauffeurs d'autobus? Est-ce Est-ce que qu'il va ça y va avoir du transport scolaire seulement, est-ce qu'on sait? selon ce que le ministre a dit, oui. Et puis, ce qu'il a dit également, c'est que les chauffeurs d'autobus allaient être protégés. Comment? Il ne sait pas encore. Il y a beaucoup de on ne le sait pas encore. On a des beaux plans, mais il y a beaucoup de précisions à avoir. Et un peu plus que les jours vont avancer, plus on va le savoir. C'est assez Là, spécial parce qu'on parle de 2 oui. semaines. Oui, 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 on parle de 2 semaines. Il va falloir se revirer de bord sur un 10 cents, c'est C'est le le cas de cas le de dire. dire. Oui. Mm. Et puis aussi, il faut penser à ce que les entreprises qui font du transport scolaire, exemple donné, vont être capables de protéger leurs chauffeurs. On a aussi beaucoup d'entreprises qui font du transport avec des véhicules de type civil, là, pas des véhicules de transport scolaire ordinaire OK. dans des petites sections. On prend des minivans, par Mhm, exemple. mhm. Il y en a beaucoup. Donc, comment on va faire pour protéger ces chauffeurs-là Les des enfants qui véhicules, pourraient potentiellement leur donner? les véhicules de transport adaptés, entre autres aussi. Entre autres, oui. Et puis, il faut maintenir un 2 mètres, mais quand c'est possible. Donc, Hmm. est-ce que les chauffeurs d'autobus vont être tenus de mettre des masques? On ne sait pas. Ou des visières. Qu'est-ce que les entreprises vont leur donner comme choix de système de protection? On ne sait pas encore. Et puis là, on va avoir aussi des cas qui vont être un peu d'exception, des entreprises qui n'ont pas trop compris. Donc, ça va être, je le sens arriver, là. Il va y avoir des cas d'exception. C'est sûr que ça va apparaître dans les médias. Et puis aussi, on a
une, euh, comment dire, les prêts, on parle de prêts de matériel connecté Ouais. pour les enfants, souvent connectés par ondes cellulaires. Mais si, exemple donné, Internet entre mal, même avec le cellulaire, on fait quoi? Dans les régions comme ici, on a des régions qui attendent d'Internet, là, Mhm. même juste à l'Ange Gardien, Mhm. où tu demeures. On l'attend. Il y a des solutions, mais c'est très dispendieux, c'est très. Euh, c'est pas excessivement fiable et c'est pas rapide. Je Là, peux te le qu'est-ce qu'on. confirmer, c'est ni Oui, fiable ni rapide, là. Fait effectivement, que pour même suivre avec un le cours de. cellulaire. T'essaies de prendre un cours là, de 2 heures en mathématiques, là, puis que ça saute, puis t'as de la misère à suivre, là, c'est pas évident, hein. Oui, effectivement, ça va être un défi. Puis dans la région ici, on va le savoir parce qu'on a beaucoup de régions qui sont reculées. Et donc, ça va être. Mais je reviens à la transmission. Le docteur Arruda a spécifié aujourd'hui une donnée qui était quand même assez intéressante. Selon des recherches australiennes, il y Ouais. aurait euh, le facteur de transmission des enfants est très, très faible. Mhm. Donc, les enfants sont relativement protégés eux-mêmes et ne sont pas un vecteur de transmission. Mhm. Donc là, c'est là que ça joue et c'est là pour ça qu'on a commencé à réouvrir les écoles et puis on dit qu'on est confiant que ça ne se propage pas autant qu'on pourrait le penser. Il y a même de ça quelques semaines. On en apprend tous les jours Mais sur ce virus-là. c'est particulier parce que, puis il était très rassurant sur ce point-là, alors qu'on lui posait la question, ben, en Ontario, semble avoir Mhm. une autre façon de penser parce que, là, je ne sais pas qui du gouvernement a dit ça, mais il avait dit quelque chose dans les lignes de genre, il n'est pas question qu'on renvoie nos enfants pour les mettre en danger. Oui, mais ce qui montre, les statistiques le montrent, même s'il y a des enfants qui l'attrapent, les conséquences sont très peu, sinon, bah, c'est sûr qu'il y a des cas, là, il y a toujours des cas avec Mais très des rare. enfants, mais c'est très rare, là. Donc, on a 0% de mortalité en termes d'adolescents. Et puis, même si Au on Québec, là. regarde, oui, au Québec, puis si on regarde la proportion des gens qui l'attrapent versus des gens qui meurent. J'avais fait un relevé statistique il y a la semaine passée. Il y a à peu près 60% de la population qui l'attrape qui sont entre 20 et 60 ans, 59 ans. Et il y a 32%, il y a autour de 30% qui attrapaient ça dans la zone de 60 et plus, Mhm. 90 et plus, mais c'est eux qui en meurent à 97. 97%. Ouais. Il a Donc, reconfirmé ces chiffres-là aujourd'hui. oui, 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 absolument. Et puis ça n'a pas changé, même avec l'augmentation des cas, même avec tout ce qui s'est passé, eh bien, il n'y a pas euh, d'incidence chez ce qu'on appelle la population active. Mhm. Donc, des 20 à 60 ans, il n'y en a pas beaucoup d'incidence. Même beaucoup, ils l'ont dit, c'est asymptomatique. Mhm. Donc, de là, de protéger nos personnes âgées, là, c'est là le but, parce qu'on le sait qu'eux ont un taux de mortalité environ de 15 là, de ce qui. Donc, autrement dit, si on l'attrape, on a à 60 ans et plus, on a à peu près 15 de chances d'en mourir. Donc, c'est très élevé comparativement à d'autres sections d'âge qui n'en ont pas de ça. Mhm. Donc, là, on va voir. Comme on a dit, on a essayé de rejoindre la CSCV un peu plus tôt. Puis ils nous ont dit que c'était trop tôt. Eux, ils l'ont appris à ce qu'on nous dit en même temps que nous hier, et puis de savoir là, comment on va s'organiser, juste pour aller rechercher les effets. On va prendre un SSG ici à Buckingham. Mhm. Comment aller rechercher, comment on va s'assurer que les gens respectent la distanciation sociale lorsqu'ils vont aller chercher leurs effets personnels dans leur casier. Ça, il faut organiser ça. Savoir si les jeunes ont besoin de matériel connecté, obtenir ce matériel connecté-là. Puis il vient de où, ce matériel-là? Il Parce que ça vient en fait de des où? élèves au Québec, là. Absolument. Est-ce qu'on a un surplus de quelques centaines de milliers de tablettes électroniques à donner comme ça qui sont connectées avec des forfaits? Qui va payer pour ces forfaits de données-là? Parce qu'on sait que les données de cellulaire, ça coûte très cher. Oui. Donc, qui va organiser ça? On ne sait pas et on a quand même 2 semaines.
Seulement 2 semaines. Et là, Ouais. on dit que, et le ministre a été vraiment clair là-dessus, les élèves doivent participer. Et on demande aux parents de les encadrer. Pas de devenir les professeurs, mais de les encadrer dans leurs travaux. Donc, vérifier un peu s'ils font les travaux qui sont recommandés. Et les profs devront être, euh, comment je pourrais dire, devront être présents pour encadrer et faire de l'éducation à distance aussi. Mais c'est ça aussi que je disais dans les commentaires de professeurs quand j'en ai fait allusion en introduction, c'est que là, on demande aux professeurs d'être en classe pour faire leurs 8 heures normales Mhm. et en plus de faire un suivi après ça avec les élèves qui sont à la maison. Comment Oui, rentrer ça dans. Ça va être quoi? Ça va être l'overtime pour tout le monde? Ça va être rémunéré? Comment ça va fonctionner? Là, on ne sait pas. Là. non, c'est ça. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui restent à déterminer. Et puis, le ministre a dit lui-même, il faut que je communique pendant cette semaine-ci avec tous mes autres partenaires au niveau des commissions scolaires et compagnie. Donc, on a annoncé le message, mais il faut le descendre aussi en bas, là, jusqu'au plancher des vaches. Et Hmm. c'est là que ça va être compliqué parce que, on le sait, chaque commission scolaire a ses réalités Hmm. comme ici, la CSCV, on a des milieux plus urbains, des milieux beaucoup plus ruraux. Donc, comment on s'arrange avec ça? Ça va être assez spécial. Puis le retour en septembre, comment on organise ça aussi? Parce que, bon, il va y avoir de la matière qui va avoir été perdue, même si les C'est clair. élèves étudient à la maison. C'est clair qu'on n'aura peut-être pas le même encadrement qu'on a dans l'école. Et puis, comme on peut dire, les notions vont être absolument différentes d'un à l'autre élève. Là. Mhm. Donc, ceux qui vont avoir été plus faciles, ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est un autre domaine aussi là-dedans. Là. Puis tu parles de septembre, puis ils en ont reparlé justement à la dernière conférence de presse ce midi. J'imagine que tu es d'accord avec moi que ce que Arruda semble dire, c'est qu'il veut pas mal à tout prix éviter même le retour en septembre, étant donné qu'on retournerait dans une période où il y a la grippe et d'autres virus et tout ça. Ben, je pense, là, ils sont revenus sur l'immunité collective. Ouais. Ça a été, c'est un gros sujet. Parce que Ouais. là, ils se sont lancés un peu là-dedans. Et puis là, ils ont comme reculé un peu parce qu'ils ne savent pas si, effectivement, si on l'attrape, est-ce qu'on a une immunité? Et de un, et de deux, pour combien de temps? Mhm. Est-ce qu'on peut le rattraper sous une autre forme 2 mois plus tard? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les études épidémiologiques et puis de voir s'il y a un facteur de réattrapage, si on peut On lui a dire. demandé carrément sur quelle base scientifique vous basez, mais il y en a juste pas. Mais Non. j'imagine que la réflexion derrière ça, c'est un peu, ben, historiquement, tu sais, on voit que c'est ça la tendance, là, je veux dire, Ouais. avec les autres virus, les autres COVID qu'il y a eu par le Mm. passé. Là. C'est ça. Et puis, on peut le voir de cette manière-là. Donc, on peut le voir d'autres manières. Il y a d'autres provinces qui ont réagi de différentes façons versus cette information-là. On pense seulement à l'Ontario, qui ont dit on ne veut pas imiter le Québec. Mm. Et puis, en ouvrant les écoles plus tôt, eux autres, ils parlent plutôt du 31 mai. On va peut-être être un étalon, si je peux dire, à travers le pays, à savoir si on ouvre les écoles. Et peut-être d'autres vont nous observer. Mais ce C'est que le clair. docteur Arruda a dit, c'est que le virus est là, le virus va rester et on ne peut pas rester encabané pendant 6 mois, 1 an, Non. 2 ans. Ça ne se fait Puis, pas. puis il faisait référence aux autres problèmes. Il voit ça comme un problème de santé publique. Moi, j'ai bien aimé son approche parce que le problème de santé publique de la situation enveloppe toutes les autres sphères aussi. Donc, la détresse psychologique et tout ça entre en jeu dans le pour et le contre Mm. de toute l'analyse. Effectivement, c'est la balance. Hein. Il Mm. faut activer une certaine balance, à savoir les bienfaits versus les risques. Et puis, bon, pour les enfants, les risques sont quand même pas très, très hauts. Et puis, c'est pour ça aussi, c'est dans cette même base-là qu'on a aussi décidé d'ouvrir certaines entreprises pour Mm. qui c'est plus facile de respecter ce 2 mètres-là. Il va y Donc, avoir c'est quoi les certaines secteurs, restrictions. justement, parlons-en. Hmm. C'est quoi les secteurs là, qu'on veut réouvrir, là, c'est quoi? Bon, là, on parle des magasins de détail. Donc, magasins de détail qui ne se trouvent pas dans un mail, évidemment, parce qu'on veut éviter les rassemblements dans les mailles, comme on avait fermé au départ. Donc, les promenades Gatineau, malheureusement, ne pourront pas rouvrir de sitôt.
Mais si le magasin se trouve dans un mail et qu'il a une porte extérieure, un peu comme c'est fait là, il va pouvoir réouvrir. Donc là, on avait des magasins essentiels qui étaient dans les mêmes conditions qui vont ouvrir. Là, c'est les magasins de détail. On parle de 2 réouvertures. On parle pour les régions froides le 4 mai et pour les régions chaudes, la CMM, le 11 mai. Mais donc, il y a des restrictions aussi qu'il va avoir là. Et bon, on doit maintenir le 2 mètres. Ça, c'est clair. Les règles de distanciation sociale sont encore là. Ils vont y rester, et puis ce que le docteur Arruda a dit, ils vont y rester pour encore longtemps. Donc, on peut s'imaginer qu'on va avoir les mêmes règles. Le monde sont déjà habitués, donc on va continuer dans la même veine. Ensuite de ça, il y a les entreprises manufacturières. Il y en a beaucoup au Québec, on sait, on parle d'environ là, 100, autour de 175 000 personnes là, qui pourraient retrouver leur emploi dans les entreprises manufacturières. On parle du 11 mai partout au Québec, région chaude ou froide, mais il va y avoir des restrictions. Donc, on n'aura pas le droit d'avoir plus de 50 employés par quart de travail. Et si, exemple donné, on va penser, je pense juste à Bombardier, qui engage des centaines et des centaines de personnes par quart de travail, ils vont avoir le droit d'avoir un 50 de l'excédentaire. Donc, autrement dit, si on prend une entreprise qui a 500 employés par quart de travail, on prend un 50 qu'on met déjà autorisé, il nous reste 450. Donc, on le divise par 2, 225, qu'on ajoute aux 50 premiers. Donc, on parle de 275 personnes OK. qui pourraient, dans une entreprise où il y a 500. Ce que les entreprises pourraient décider de faire, c'est de créer des quarts qui n'existent pas à l'ordinaire. Exemple donné, créer un quart de nuit, Hmm. s'il n'existe pas déjà. Donc, on pourrait diviser les quarts pour être capable d'avoir plus d'employés et d'avoir une production qui est valable aussi. Il faut que ça soit Ah, viable. ben c'est ça, ben oui. Tu peux pas Si faire le rentrer 50 personnes, mettons, mais que dans le fond, pour faire rouler ton entreprise, tu en as besoin de bien plus, ça donne rien d'en avoir. Là. Exactement. Puis même à ça, mettons, 500 personnes, au lieu de 500, 275, ça, c'est quand même une bonne, une bonne coupe dans les employés, là. Hmm. Si on a absolument besoin de autant, eh bien là, on va devoir s'adapter. Mais ce ne sera pas pour longtemps parce qu'on a parlé, bon, je parle de date, mais il faut dire que le gouvernement se garde un veto sur toutes les dates. Exact. Ils se disent, si ça ne fonctionne pas, si on voit qu'il y a une augmentation du nombre de cas d'hospitalisation, si la situation dégénère, on recule et on referme tout. Puis, ben, il a spécifié de l'augmentation significative parce que Mhm. c'est clair qu'il va en avoir. On Oui, ramène plus de effectivement. gens en population, il va en avoir, puis il était Oui, très, très clair de dire il faut s'y attendre. Sauf oui, que c'est une question de perte de contrôle ou d'une augmentation trop élevée. exactement. Et puis, si on prend, comme les statistiques l'ont démontré, que la population active a peu ou pas il y en a qui n'ont pas de symptômes, mais qui n'ont pas de conséquences graves, pas d'hospitalisation. On parle d'hospitalisation, c'est vraiment plus la population âgée. Donc, si ces personnes-là l'attrapent et souvent bon, vont devenir asymptomatiques, peuvent être asymptomatiques ou ne vont pas développer des grosses conséquences graves, eh bien là, on se base là-dessus pour dire, ben, on va être capable de réouvrir. Et Hmm. puis, bon, les restrictions pour les entreprises manufacturières vont tomber si et seulement si la situation est correcte le 25 mai, donc 2 semaines plus tard. Donc, on va avoir à s'adapter un peu pour les 2 premières semaines. Question de réouvrir les entreprises. Ça va être à voir. On va savoir qu'est-ce qu'il y a. Et ensuite, on parle aussi des entreprises de génie civil et aussi pour faire les travaux routiers. On parle également du 11 mai pour ceux-là. Donc, il faut faire les travaux routiers parce qu'on a une fenêtre quand même assez Hmm. restreinte pour les travaux routiers.
Un autre sujet qu'on n'a pas eu le temps vraiment d'aborder, malheureusement, c'est ils ont touché un peu là, pour ce qui est du tourisme, l'industrie Mhm. touristique qui va être très touchée là, au cours de l'été. Mais comme le temps file, si tu veux bien, Sylvain, j'aimerais ça qu'on parle rapidement de notre prochaine invité, notre première invité plutôt de l'émission, là, Annick Brazo, qui vient de parler de la situation avec les femmes victimes de violences. Oui, ça va être, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur réalité à eux pour savoir exactement comment on fait pour avoir une connexion avec ces femmes-là, souvent qui sont aux prises avec un conjoint violent qui est présentement confiné avec elles. Hmm. Donc, on rejoint Annick Brazo. Annick, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation, de prendre du temps un peu pour nous autres. Je vais commencer en te demandant, Annick, là, dépendamment des lectures que j'ai faites, j'ai lu entre autres que le service de police de la Ville de Québec, il y a une enquête qui a été faite pour déterminer qu'il y a eu une augmentation du nombre de cas d'appels de violence vers les services de police. Mais d'un autre côté, on dit dans les autres maisons d'hébergement, dans les articles que j'ai lus, qu'il y aurait une diminution de demande de l'aide des femmes qui sont victimes. Donc, est-ce que c'est un peu la situation que vous observez, vous autres, chez vous? Oui, en ce moment, en fait, c'est ça, c'est vraiment disparate dans tout le Québec. Il y a des régions qui ont plus d'appels, il y en a d'autres qui en ont moins. Nous, en Outaouais, d'habitude, on est vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'appels et en ce moment, on en a, mais on en a beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Il y a de la place dans les maisons d'hébergement, ce qui est quelque chose qu'on n'est pas habitué parce que souvent, il y a des périodes où c'est vraiment, on a de la difficulté à répondre à la demande. Donc, écoute, oui, c'est quelque chose qu'on voit au niveau de la police aussi. On me dit que ça a diminué les appels, nous, de notre région en Outaouais. Okay. Donc, on s'imagine très, très bien que c'est pas parce qu'il n'y a plus de violence conjugale, hein, c'est sûr et certain, on s'en doute, là, que sûrement que les femmes, comme elles sont confinées, ils ont peu d'accès à entrer en contact avec nous, bien que c'est probablement pour ça qu'on ne voit pas, mais on prévoit que quand que le déconfinement va se faire, que les femmes vont se mettre à nous appeler et vouloir quitter le milieu. Donc, c'est ça, on va être prête pour accueillir les femmes à ce moment-là. Mais on est toujours ouverte 24/7 comme d'habitude, on donne les mêmes services, là. On a pu diminuer en termes de personnes qui peuvent entrer dans la maison d'hébergement pour la sécurité sanitaire, mais on est toujours ouverte les 7 maisons de notre région. Et puis, c'est quoi la difficulté justement d'aller les chercher, parce qu'on l'a dit, ils n'ont pas accès, souvent ils ne peuvent pas parler parce que le conjoint est dans la maison ou très proche et puis contrôle pratiquement toutes les communications aussi dans certains cas. Donc, comment les femmes se trouvent justement dans ce contexte-là pour essayer de trouver un moyen de vous contacter? Oui, ben c'est ça qui se passe en ce moment. Puis c'est pas nous qui allons les chercher. Les femmes, c'est elles qui viennent vers nous. Mm-hmm. Et en ce moment, c'est difficile. D'habitude, les femmes, ils profitent du moment que le conjoint n'est pas là, qu'il est au travail ou qu'elle-même va au travail ou qu'elle va chez des amis de la famille. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Les femmes trouvent un moment pour nous rejoindre. Puis en ce moment, ben, comme la plupart des gens sont confinés, ils l'ont pas. Donc là, on a donné toutes sortes de trucs aux femmes. Là. Fait que, ils peuvent trouver des moyens là, vraiment. Là, ben, à la police, ça marche toujours. En fait, le 911, enfermez-vous dans une pièce, ça peut être ça qui peut être fait. Ça peut être d'aller chez une femme qui a trouvé la stratégie d'aller se cacher dans le garage de son voisin pour nous appeler. Bonne stratégie. Écoutez, ça peut être là, on se fait livrer toutes sortes de choses, la pharmacie, tout ça. Mettez un petit papier avec j'ai besoin d'aide, appelez la police, appelez une maison d'hébergement pour moi. Ça peut être ça. On va à la pharmacie, on va à l'épicerie, puis certaines épiceries en ce moment, on ne peut pas être deux, on ne peut pas être le couple. Donc, essayez d'y aller vous-même. Essayez de trouver des trucs comme ça. Là. Utilisez le COVID pour trouver un moment d'avoir accès, demander le téléphone à la dame à l'épicerie, à la pharmacie, dites pas j'appelle, je vis de la violence, demandez de l'aide. Ça peut être, on prend des marches en ce moment. Tu sais, je regardais tout le monde prendre des marches, essayez d'y aller toute seule, puis demander à quelqu'un qui marche, hey, j'ai vraiment besoin d'aide, appelle la police pour moi. Essayez de trouver un moment de quitter la maison ou d'avoir accès à des gens. Mettez un petit mot dans la boîte aux lettres de votre voisin à cachette. Essayez de faire des choses comme ça. Il y a des trucs, là. Les femmes sont très, très débrouillardes. En ce moment, les trucs sont moins disponibles que d'habitude, mais il y en a quand même qu'on peut faire. Là, puis appeler police ou les maisons d'hébergement. Puis on va être là pour vous aider pour la suite. Si je suis quelqu'un de la famille ou un voisin qui entend quelque chose, qui soupçonne quelque chose, qu'est-ce que je devrais faire? Bien, ça peut être
ça, c'est en tout temps, hein, les gens, les voisins. D'habitude, c'est qu'on valide plus avec les femmes. As-tu le goût? Tu veux-tu qu'on appelle? Si on l'inclut plus. Là, en ce moment, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire ce travail-là. Même, je te dirais, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se doutent que leur sœur ou leur collègue de travail ou leur ami a vécu de la violence, bien, appelez-la pour lui demander de ses nouvelles, puis essayez de voir si vous ne pouvez pas. C'est toujours mieux quand c'est la femme qui le veut parce que là, bien, on n'est pas certaine si c'est vraiment ça qu'on veut. Mais si vous êtes inquiet, vous entendez une femme crier, vous entendez quelque chose se passer, bien, appelez la police, appelez le 911. La police est toujours là. La violence conjugale est un service essentiel. Ils n'ont pas coupé à ce niveau-là. Ils vont intervenir. Fait qu'appelez. À ce moment-là, après ça, ils pourront regarder avec la femme, as-tu besoin d'aide et tout. Si on est capable de plus demander à la femme, as-tu besoin d'aide? Mais quand tu entends quelque chose, surtout les enfants, en ce moment, on s'imagine, je pense que vous l'avez entendu, que la DPJ aussi ont peu d'appels, eux autres aussi s'inquiètent. On s'entend que c'est pas que les enfants vont mieux tout d'un coup, c'est juste qu'ils n'ont pas accès à des professeurs ou à des gens en garderie, à du personnel pour les aider ou à qui le nommer que ça ne va pas à la maison. Fait que si vous avez des doutes, appelez la police, puis la police fera leur travail à ce niveau-là, puis ils connaissent toutes les ressources pour aider les enfants et les femmes et ils vont entrer en contact avec nous pour qu'on puisse aider à ce moment-là. Comment est-ce que la COVID et puis le confinement a fait augmenter un peu les risques pour les femmes d'être victimes de violences conjugales? Est-ce que vous pensez qu'il y a des nouveaux cas qui ont été justement induits par ça? Parce que, bon, on parle de situations précaires au niveau financier, puis aussi l'effet du confinement que certains peuvent finalement sauter un plomb. Mm-hmm. Bien, ça, il faut faire attention aussi avec ça parce que c'est sûr que là, tout le monde sont anxieux, les gens sont moins patients, les gens sont insécures. En même temps, au niveau financier, il y a beaucoup d'aides de nos gouvernements, les logements, le loyer, tout ça. Il y a beaucoup, nos banques, il y a beaucoup d'aides au niveau financier, mais c'est par le temps que ça arrive, ça nous insécurise. Il faut faire attention de ne pas expliquer parce qu'on le vit souvent, ça. Il ne faut pas justifier la violence comme ça. Parce qu'un conjoint, dans la vie de tous les jours qui perd son travail, oui, il est plus stressé, mais il n'est pas violent à cause de ça, puis juste pendant ce temps-là. Ce qu'on peut imaginer en ce moment, ce qui se passe, là, c'est qu'il y a des conjoints qui sont peut-être violent plus souvent, que ça l'arrive plus souvent ou que le niveau de violence est plus élevé, mais il n'est pas tout d'un coup apparu violent à cause du COVID. OK? Il était déjà comme ça, mais peut-être que madame le voyait moins ou peut-être que là, ça l'amplifie à cause de tous les autres stress, mais il est déjà comme ça. Il faut vraiment faire la part des choses. Puis justement aussi, ça peut faire l'effet inverse. Il y a peut-être des femmes qui peuvent dire, justement, expliquer la violence, puis pas avoir vu qu'il était violent avant. Et puis là, tout d'un coup, dire, il est violent juste à cause du COVID. Puis ça, ce travail-là, on regardera ça avec elle quand elle viendra consulter là, avec nous au niveau de nos services téléphoniques ou en personne. On pourra regarder tout ça avec elle. Mais quand on fouille un petit peu plus loin, là, la violence était déjà présente, mais sur une différente forme. Parce qu'il y aurait tendance à ce moment-là, j'imagine, de se donner une excuse un peu, de dire, bon, il est comme ça à cause de, mais on le voit souvent avec l'alcool, c'est parce que j'avais bu, c'est parce que j'ai perdu mon travail, je suis stressée au travail, c'est parce que, je sais pas trop quoi, moi, la cour, ça me stresse. Des fois, ils vont utiliser ils utilisent déjà cette excuse-là, mais ça continue après quand c'est fini, puis c'était comme ça avant. Il faut juste regarder ça aussi. Fait que c'est pas, c'est une excuse qu'on peut donner, mais c'est pas valable, là. Justement, il n'y en a pas d'excuses là, pour être violent. Il ne faut pas accepter non plus les excuses. Et puis, est-ce qu'on en voit de plus en plus qui n'acceptent pas justement la violence déjà dès le départ? On sait que peut-être un peu avant, on en endurait plus et puis ça. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on entend un peu partout dans les médias, est-ce que les femmes sont vraiment au premier signe de violence, ils appellent? Ce que j'observe, moi, ça fait à peu près 18 ans que je travaille en violence conjugale. Puis quand j'ai commencé, je voyais beaucoup plus de femmes qui avaient de la violence physique, là, qui avaient des traces d'agression. Maintenant, je vois des femmes qui partent avant de se rendre là, puis tant mieux, ils détectent. Je pense que notre travail qu'on a fait, toutes les maisons d'hébergement, à sensibiliser les campagnes publicitaires pour dire il y a d'autres sortes de violences et tout ça, n'attendez pas, on est là, faire connaître les ressources. Je pense que ça porte des fruits parce que les femmes partent beaucoup plus, là, on voit ça là, depuis plusieurs années. Ils partent beaucoup plus tôt. Ils la voient, la violence, ils la comprennent, même quand c'est la violence économique. Nos messages ont passé. La violence psychologique aussi, c'est très présent et les femmes utilisent les moyens pour quitter lorsqu'elles sont rendues là. On pourrait en profiter. Nick, si tu veux bien, c'est quoi les signes justement psychologiques ou les autres signes? Parce que, bon,
La violence physique est plus évidente, là. C'est plus facile, c'est clair, mais au niveau psychologique, qu'est-ce qu'on peut observer comme signe pour faire comme, OK, qu'il y ait un red flag, là, si tu permets Oui, d'anglicisme? puis tu vois, la violence physique, souvent, avant, il y a eu la violence psychologique, puis Mhm. à travers tout. Là. Des fois, ben, ça va être un conjoint qui va être jaloux, qui va, tout avec les médias sociaux, qui va surveiller ce que tu fais, qui va te traiter de non, qui va, tu sais, jouer avec ta tête aussi beaucoup, qui va te faire sentir incapable, qui va te surveiller, c'est ça, qui va vraiment avoir des crises de jalousie, qui va t'empêcher de faire des choses, qui va vouloir te contrôler. Ça va être vraiment ça, là, un peu les signes précurseurs au niveau de la violence psychologique. Et puis, est-ce qu'il y a un pattern, en quelque part, du début? Est-ce que ça commence par automatiquement de la violence psychologique? Est-ce que ça peut commencer par de la violence physique? C'est quoi est-ce qu'il y a une échelle? Est-ce qu'il y a une progression dans ces types de violences-là? Auparavant, on parlait d'une échelle, oui, effectivement. Puis maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y en a plus d'échelle. Il y a des conjoints qui partent déjà avec l'homicide ou qui partent déjà avec la violence physique. Fait que c'est dur à vouloir dire, c'est pas une catégorisation, là, faut pas. Je pense que ce que j'aurais le goût de dire, c'est qu'une femme, quand une femme sent qu'il y a quelque chose qui cloche, écoute-toi, écoute ta voix en dedans. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, que c'était pas de même avec d'autres conjoints ou les autres amis autour de toi, tes autres collègues, ta famille, c'est pas ça qui vivent avec leur conjoint, quand tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, tu sais, t'aimes pas ça, écoute-toi. Je pense qu'il est là ton signe, c'est que c'est pas normal. Et quand tu le dis, quand tu le nommes, puis que ça continue et qu'on t'écoute pas, ou qu'on dit, ben c'est normal que c'est le même que ça se passe dans toutes les couples, ben ça l'est pas normal. Écoute-toi, je pense que c'est là vraiment les signes que les femmes peuvent voir. Puis c'est ça, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de procédé, il n'y a pas de pattern. Souvent, ça commence, tu sais, si les hommes violents montraient leur vrai côté, dès le départ, personne voudrait les rencontrer. On n'irait pas dans un couple qu'on sait que ça ne marchera pas. Fait que souvent, c'est des personnes qui vont montrer des beaux côtés d'eux, ils vont être gentils, tout ça, puis c'est avec le temps qu'il y a des choses tranquillement qui commencent à changer, de la manipulation, de la violence, du contrôle, ça va tranquillement s'installer. Fait que dès que c'est comme ça, c'est des premiers signes. Quand vous doutez puis vous nommez que vous n'aimez pas trop ça, puis que ça ne change pas ou que ça l'amplifie, bien là, sont là les signes, puis c'est à ce moment-là de décider aux femmes de bouger ou non. Je suis certain que tu as déjà entendu des cas comme ça, parce que, dans le fond, ma question, ce serait, qu'est-ce qui fait que les femmes hésitent de parler? Parce que tu vas entendre des conversations, les gens vont dire, hey, moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle est encore avec lui. Il me semble que c'est évident. Mais peut-être l'expliquer un peu pour justement éviter que les gens jugent les femmes qui sont victimes de violences, comprendre que c'est pas si facile. C'est ça. Puis souvent, ça l'arrive, les proches, les amis, tout ça, ils vont dire, ben, juste à partir, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile pour plein de raisons. Pourquoi que les femmes ne quittent pas souvent? Ben, ils ont des raisons économiques. Souvent, ben, c'est épeurant. Se trouver un autre logement, des fois, il n'y en a pas. Là. Faut pas se le cacher. Il faut se trouver un autre endroit. Financièrement, ben, des fois, à deux, on a de la misère à arriver. Fait qu'imagine tout seul. Il y a pour les enfants aussi, il y en a qui disent, ouais, mais c'est un bon papa. Ils ont besoin de leur père. C'est avec moi. Des fois, ça va être ça. Des fois, les femmes aussi, ben, ils embarquent dans la manipulation de monsieur. Il promet qu'il va changer, que c'était juste une fois. Les excuses qu'on parlait tout à l'heure, justement, c'est à cause du travail, c'est à cause de ci. Ben, des fois, les femmes vont donner des chances ou vont voir, oui, ça se peut, il va changer. Tu sais, aussi, c'est des femmes qui l'aiment. Il y a une histoire d'amour derrière ça. On peut l'avoir vu avec Ingrid Falaise aussi, hein, son émission Le Monstre. Je pense que ça nous donne un peu un portrait. Il y a une histoire d'amour. Il y a une femme qui a un cœur brisé. Il n'est pas toujours de même. S'il serait toujours comme ça, c'est facile. Fait qu'il faut y laisser le temps à la femme de cheminer, de faire ce deuil de cette relation-là aussi, de comprendre que ça ne changera pas, justement, si ça n'a pas à changer. C'est un peu pour tout ça. Tu sais, c'est facile pour nous de l'extérieur. Nous, on voit. C'est facile parce qu'on est de l'extérieur, justement. La femme, quand elle est là-dedans, c'est un tourbillon. C'est une grosse tornade qui continue tout le temps. Ça va bien, ça va mal. Il est gentil, il n'est pas gentil. J'ai peur, j'ai plus peur. Tu sais, ça, c'est quand on est dans un tourbillon comme ça, bien, ça fait que des fois, on est fatigué, puis ça vient plus facile, ça vient difficile aussi. Il y a beaucoup d'obstacles pour les femmes, comme je vous disais, la recherche de logement, le côté financier. Des fois, il y a des femmes qui sont toutes seules, ils n'en ont pas d'amis pour les héberger ou les aider. Tous ces rendez-vous-là, ces démarches-là, c'est lourd. C'est lourd à faire. C'est quand on est fatigué de la violence,
violence, ben, c'est une grosse montagne à monter. Puis des fois, ben, la montée tout seul, c'est décourageant. Puis on aime mieux rester comme on est. Fait que c'est un processus. Il faut laisser le temps aux femmes. Il faut les comprendre. Il faut les accompagner. Il ne faut pas les pousser. Il faut être là pour les supporter. Je pense que c'est ça là, qui fait que pourquoi que les femmes, ils quittent pas. Des fois, ça prend plusieurs fois. Ça peut prendre de 6 à 8 fois avant qu'une femme quitte le conjoint pour de bon. N'oubliez pas aussi qu'il y a de la violence qui survient même quand la relation est terminée. Il y a des conjoints violents qui continuent de la harceler, de l'appeler. Tu sais, quand on voit les meurtres, des fois à la télé, dans les nouvelles, ben, c'est une femme qui l'avait laissé son conjoint. Fait que là, on ne veut pas faire peur aux femmes avec ça. C'est juste de dire qu'il faut que tu continues à te protéger, il faut que tu continues à mettre en place des scénarios de protection même quand c'est fini. Parce que ça l'arrive que des fois, il y a des femmes qui ont un nouveau conjoint parce qu'ils ont le droit d'être heureuses, ils ont le droit de refaire leur vie. Puis là, ben, l'ancien conjoint réagit, il n'est pas d'accord avec la séparation. Puis là, tout d'un coup, il commence à être fatiguant encore, puis à l'harceler, puis à être violent. Fait qu'il faut toujours que les femmes, dans n'importe quel temps, on peut les aider à trouver des solutions. Il y a plein de choses qui existent pour les mettre en sécurité, puis à penser. Fait que nous, les maisons d'hébergement, on peut les aider là, dans ce processus-là. Et puis, le fameux « je veux changer ». OK? Alors ça, on l'entend souvent. Les hommes donnent ça comme « oh, je veux changer, reprends-moi, je vais changer ». Après, bon, presque 20 ans, est-ce qu'ils changent? Est-ce que ça se peut? Est-ce que... Ça, il faudrait demander au groupe pour conjoints violents. Ils font le travail avec les hommes, ils ont des bons services aussi. Encore là, il faut que les hommes aillent vers ces services-là. Hein. Souvent, ils vont dire, je vais changer, je vais appeler pour de l'aide, puis des fois, ils n'ont même pas appelé, ils n'ont même pas été. Changer un comportement, je pense que pour n'importe quelle chose en relation d'aide, que ce soit la consommation, n'importe quoi, bien, ça prend du temps. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Si ça serait si facile, on ne serait pas violent, on ne foncerait pas. Fait que, il faut travailler sur soi. Il y a différentes choses. Il faut aller chercher des outils. Puis ça prend plusieurs rencontres. Puis ça prend un processus d'intervention avec des organismes. Puis les groupes pour conjoints violents, ils ont des beaux groupes, ils ont des beaux services pour aider les hommes à gérer leur colère, à gérer leur violence, puis à comprendre tout ça, puis à changer. C'est à eux d'appeler. C'est leur démarche. Les femmes, ils travaillent sur elles. Les conjoints travaillent sur eux. Puis c'est quand les deux veulent, quand le conjoint veut aller chercher de l'aide, bien, ça va mieux. Quand il est forcé, quand il ne veut pas, quand il ne croit pas. Mais souvent, le problème qu'on a avec les conjoints violents, c'est qu'eux autres, ils n'en ont pas de problème. C'est pas eux. C'est pas eux le problème, c'est elle. Alors que c'est elle la victime et c'est lui l'agresseur. Alors là, quand on part dans notre tête avec une idée que c'est pas de notre faute, puis c'est à elle de changer, ça part mal la relation d'aide. Mais quand les conjoints réussissent à avoir cette idée-là, d'aller chercher de l'aide parce qu'ils voient qu'ils rendent malheureux et leurs enfants et leurs conjointes, bien là, à ce moment-là, on est dans un processus d'intervention qui est plus intéressant et qui a plus de chances de réussir. Une fois le moment de crise passé, là, parce que vous recevez des femmes qui sont dans une mauvaise passe et qui ont besoin d'hébergement, mais après ça, c'est quoi le suivi que vous faites avec eux autres? Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas juste laissés à eux-mêmes. Bien, c'est toujours leur choix. Nous, on travaille toujours avec ce que les femmes ont besoin parce que chaque femme est différente. Il n'y a pas de portrait type de conjoint violent, puis il n'y a pas de portrait type de femme victime de violence conjugale. Il y en a de tous les milieux, ils ont des besoins différents. Alors, nous, on s'adapte avec elles. Après le temps d'hébergement, on peut offrir des suivis encore pour travailler sur des choses avec elles, continuer à les appuyer. On peut aussi faire des groupes de soutien. On a ça, on a des cafés-rencontres pour continuer à travailler l'estime de soi, pour continuer à travailler les apprentissages au niveau de l'estime et de la violence conjugale et l'égalité dans les couples. Fait qu'on peut continuer de travailler ça avec elle. Puis surtout, on fait des activités aussi parce qu'une des grandes conséquences de la violence conjugale, c'est d'être isolé. À cause de la violence, on a perdu des amis, la famille, là, bon, à travers tout le processus, là, des fois, il y a des gens qui ne sont plus là, donc les femmes sont seules. Et bien, quand on est seul, puis notre seule personne on a besoin d'être avec des gens. Je pense qu'on le voit tout en période de confinement, comment c'est important. Mais on a besoin d'être avec quelqu'un. Puis quand la seule personne, c'est notre ancien conjoint violent, bien là, c'est ça fonctionne moins bien. Fait qu'on essaie de faire différents trucs pour que les femmes se créent un nouveau réseau social, qui s'entraident entre elles, d'autres femmes qui ont vécu la violence aussi, de se soutenir et de développer un nouveau réseau d'amis. Ça, c'est ce qu'on fait, différentes activités avec elles là, pour continuer ça après l'hébergement. Et puis, on le voit souvent, on l'a vu par le passé, des femmes qui vont quitter une relation violente pour entrer dans une nouvelle relation violente. Pourquoi on a l'impression que ces femmes-là choisissent des hommes violents
sans peut-être le savoir, j'imagine pas. Oui, ben, je pense pas qu'elles le choisissent, comme je vous ai dit. Hein, c'est pas écrit dans leur front. Si ça serait écrit, ça serait facile. C'est des hommes qui sont très bien manipulateurs et bons vendeurs. Donc, c'est ça. On essaye avec elles de regarder les signaux d'alarme, mais honnêtement, il y a des conjoints que leurs signaux d'alarme sont difficiles à déceler. Des fois, tu es déjà dans le filet une fois que tu t'en rends compte. Fait que, écoute, on travaille ça avec les femmes, mais les femmes ne cherchent pas après ça. On dit qu'il y a une femme sur 4 qui vit de la violence conjugale dans sa vie. Ben, c'est pas tout le même gars qui rencontre toutes ces femmes-là. Alors, il y a plusieurs conjoints violents aussi, manipulateurs, contrôlants qui existent. Alors, ça la donne comme ça. Je crois que les femmes rencontrent d'autres hommes comme ça. Ce qui est important, c'est qu'à travers leur relation, à travers le processus, au niveau de la violence, les apprentissages qu'ils ont fait, ils ont développé des outils pour s'en sortir. C'est des femmes résilientes, qui vont être capables de faire la même chose par la suite. Malheureusement, on ne leur souhaite pas ça, parce qu'il y en a des bons gars, il y en a des belles relations. On leur souhaite que c'est ce qu'ils puissent trouver. Mais en fait, c'est ça. Des fois, ça arrive qu'il y a un autre conjoint dans le décor. Là, chez vous, présentement, c'est quoi votre réalité? Là? J'imagine qu'il y a beaucoup d'adaptations que vous avez dû faire au niveau des locaux et tout ça, à cause de la situation avec le COVID. Là, ça ressemble à quoi? Bien, on a dû limiter nos services externes là, parce que d'habitude, on faisait des groupes, il y avait beaucoup de rassemblements. Là. Comme tout le monde, on a limité ces rassemblements-là. On offre plus le service au téléphone. C'est sûr que les femmes à l'hébergement, ça, c'est toutes les 7 maisons, hein, c'est pas juste notre maison à nous. Les 7 maisons, toujours l'hébergement, on est disponible, on l'offre. L'aide des femmes, on essaie que ce soit plus téléphonique. On a coupé, évidemment, la sensibilisation dans les écoles et les milieux, comme tout le monde, nos groupes, nos rassemblements, nos cafés-rencontres. On a dû couper ça pour le moment. Mais dès que le déconfinement va revenir, on va graduellement rapporter nos activités. Puis on prend toujours des mesures là, pour protéger nos collègues de travail et les femmes aussi, les enfants qui reçoivent les services, là, comme tout le monde, se laver les mains, tout ça, distanciation sociale. On a organisé la maison d'hébergement pour s'assurer qu'on puisse offrir ça parce que c'est comme une grande maison, sauf que nous, on n'a pas juste une famille, on a bien des familles. Fait qu'on s'organise pour que tout le monde soit protégé là, avec le COVID. Donc, peuvent être rassurés là, que si les gens ont besoin de vos services, ça va être sécuritaire. Oui, c'est ça, parce qu'on se questionne pourquoi ils ne nous appellent pas, les femmes. Bien, il y a sûrement qu'ils ne sont pas capables de nous appeler, mais aussi peut-être qu'ils pensent qu'on est fermé, peut-être qu'ils pensent que il va plein de monde et qu'ils vont pouvoir pogner quelque chose. Bien, il n'y a pas de rien, il n'y a aucune maison d'hébergement qui a ni des employés, ni des femmes qui ont eu le virus, là, encore. On n'en a pas. On prend vraiment toutes les mesures, on limite les livraisons, on a fait plein de choses au niveau de l'alimentation aussi, on s'assure d'être protégeante et tout ça. On ne veut vraiment pas que le virus soit dans nos maisons, fait qu'on prend toutes les mesures. Bien, super. Un gros merci, Annick, de nous avoir parlé à l'émission aujourd'hui. On vous souhaite une belle continuité là, pendant ces temps pas trop évidents. Oui. Bye-bye. Donc voilà, c'était Annick Brazeau de la Maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Maintenant, le prochain sujet qu'on disait, Sylvain, les Flames de Gatineau, anciennement les Mustangs, j'ai encore failli les appeler les Mustangs, qui ont été vendus. Oui, ils ont été vendus. On a annoncé ça la semaine passée. Et puis, c'est une offre hostile qui a été proposée. On va en parler avec Luc Mauserol, qui était le président de l'équipe. Luc Mauserol est avec nous autres à l'informel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Luc, je sais que tu es pressé aujourd'hui, fait que c'est doublement apprécié. Ça me fait plaisir. Pour les Flames, là, c'est toujours un plaisir. Good. Raconte-nous donc la première grosse nouvelle là, la semaine passée. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est présenté, la vente? Bien, au fait, au mois de novembre, on a eu un appel d'un groupe, le groupe de Jean-Marc et d'AEG, qui voulait acheter les Flames comme ça, sans qu'on ait rien fait. Ma première réaction a été, ben, je suis pas à vendre, tout est correct. Et là, ben, je mets à jaser avec eux autres. Et là, ils ont commencé à parler, ben, nous autres, ça nous intéresse, on cherche un club, on veut le rester à Buckingham. Puis là, ils ont touché des codes sensibles. Et à un moment donné, le fil en aiguille, là, après quelques discussions ensemble, j'en ai reparlé avec mon groupe. Et là, mon groupe, on se dit, ben là, on commence à le fatiguer, peut-être que c'est une opportunité. On peut pas écouter. Donc, ça a commencé par on peut pas écouter. Et ben, lundi passé, ça s'est concrétisé. Sylvain? Oui, bien, je me demandais, est-ce que, le temps qu'on peut consacrer à une équipe de hockey comme ça, combien ça peut représenter par semaine? Je sais que c'est beaucoup d'heures. C'est assez incalculable, là.
Moi, personnellement, j'ai dû passer 30 heures par semaine. Mon DG, n'importe quoi entre 30 et 50 heures par semaine. Donc, puis toute organisation, là, en tout et partout, là, il en passait autant aussi. Donc, tu sais, il y a plein de petits détails avec une ligue de cette ampleur-là qui nous oblige à passer bien du temps et à faire les affaires correctement. Et évidemment, on voulait faire les choses correctement. Fait que c'est énormément de temps là, à investir bénévolement. Tu as parlé de cordes sensibles. Est-ce que le temps, ça faisait partie des cordes sensibles, justement? Effectivement, le temps, regarde, dans notre organisation, il faut comprendre que j'ai 3 gars qui roulent alentour de 30 ans. Donc, ça veut dire que 3 gars qui ont 2 à 3 bébés à la maison. Donc, puis c'est des gars qui en faisaient beaucoup. Donc, évidemment qu'eux, ils ont des comptes à rendre aux blondes et c'est ça. Donc, oui, ça faisait partie solide d'une réflexion où est-ce qu'on va faire d'autres choses ou est-ce qu'on veut vraiment recommencer un autre roue. Et puis, je me demandais, est-ce que le fait que les nouveaux dirigeants veulent garder le club à Buckingham, c'était une condition absolue pour vendre, sinon vous auriez dit non? Je peux pas dire ça. Par contre, quand ils m'ont dit on garde le club à Buckingham, mon cœur a fait un petit. Mon cœur a craqué là, pour l'histoire. S'ils n'avaient pas dit on garde le club à Buckingham, est-ce que ça serait vendu pareil? Peut-être, je ne sais pas. Sûrement. Mais mon cœur a vraiment craqué. Là. Puis quand je dis mon cœur, c'est le cœur de tout le monde alentour de la table. Là. Tu sais, c'est pas Luc Moserol, les Flames de Gatineau, c'est une organisation d'une dizaine de personnes. Ça faisait combien de temps, Luc, que tu étais impliqué avec l'équipe? J'entends même ma 20e année. Rien de moins. Rien de moins. Puis on t'a entendu avoir un petit lapsus au début quand tu as dit les Flames. Tu as dit Must Flames. Donc, ouais. Ça a pris quand même assez de temps. Les Mustangs ont duré combien de temps? 5, 6, 14 ans. Puis le changement de propriétaire là, avec ton expérience, ça va faire quoi, tu penses, sur la glace concrètement? Qu'est-ce que tu penses qu'on va voir? Est-ce que tu penses qu'on va avoir une réorganisation ou qu'est-ce que tu t'attends? Bien, absolument, il va y avoir une réorganisation. Tu ne peux pas acheter une équipe sans avoir une vision, ta vision à toi. Et nous, on en est bien fiers qu'ils prennent le envol. Par contre, il y a une liste de 55 joueurs qui appartient à l'équipe, qui ont acheté, dans le fond. Et il faut bien comprendre que cette liste de 55 joueurs-là, c'est Luc-André Moserol qui l'a bâti, avec son équipe de recruteurs, qui l'a bâti. Donc oui, il va y avoir d'autres joueurs. Moi, je pense qu'ils vont prendre un autre tangente. Ils en ont même parlé déjà de la tangente qu'ils veulent prendre. Puis je pense que ça peut être bénéfique. Nous, on voulait avoir des jeunes de 17, 18, 19. Bon, eux, ils disent, OK, ben, tu sais, les jeunes de 17, 18, on les veut à talent égal. Par contre, ils veulent jouer aussi sur la corde des 19 et des 20 ans comme les autres équipes de la Ligue. Nous, on voulait faire du gros développement de 3 puis 4 années. Eux autres aussi, mais ils ne se tueront pas à l'ouvrage là-dessus. Ils vont, en tout cas, c'est ce que je pense, là. C'est ce qu'ils semblent nous avoir dit. Mais ils vont avoir des gars qui sont peut-être un petit peu plus matures. Et puis, c'est le vrai bon temps parce qu'avec les frontières américaines qui sont fermées, plusieurs joueurs québécois ne veulent plus aller en Ontario, pas en Ontario, mais aux États-Unis. Donc, il y a peut-être une petite niche à aller chercher là. Et justement, parlant de toutes ces restrictions-là, comment vous voyez ça pour la prochaine saison? Est-ce que ça va être beaucoup plus difficile, justement, d'organiser une ligue comme ça? Ben, écoute, c'est sûr que la dernière rencontre que j'ai eue avec les dirigeants de la Ligue, qui était jeudi, il y a 2 semaines, ils parlaient de 3 options. Là. Option 1, c'est septembre. Option 2, c'est une autre date. Et option 3 était une autre date. Donc, on parle d'une une saison complète, ou même on parle peut-être d'une saison un petit peu rétrécie là, à X, Y, Z match. Je veux pas m'avancer sur les matchs, dépendant quelle date ça va partir et puis tout ça.
Pour revenir au niveau propriétaire, le fait que là, c'est des gens d'extérieur, toi, tu es un gars de Buckingham, est-ce que ça te préoccupait un peu l'idée au niveau du recrutement, après ça, d'avoir peut-être de se retrouver dans une situation où on aurait moins de joueurs locaux ou moins de joueurs du coin? Moi, quand j'ai mis mon nom sur le papier, j'ai décidé que c'était maintenant eux les boss. Et je n'embarquerai pas je ne ferai pas la belle-mère. Je ferai pas la belle-mère. Je vais vraiment vouloir les laisser aller. Puis, s'ils réussissent, là, moi, là, je vais être le fan numéro 1 comme j'ai tout le temps été. Donc, je pense que leurs idées est aussi bonne qu'à la mienne. Maintenant, c'est le jouet à eux autres. Fait qu'on va les laisser faire les choses correctement et à leur façon. Et puis, je pense que ça va bien aller. On leur a laissé une belle banque de joueurs, du beau potentiel, du beau calibre. Eux vont aller chercher ce qu'ils ont besoin de chercher. Mais d'ores et déjà, ils nous ont déjà dit qu'eux aussi, là, c'était un peu une philosophie qui était proche de la nôtre. C'est de faire jouer les joueurs de Gatineau à Gatineau. On était un petit peu tannés de voir nos joueurs partir pour Montréal, puis Saint-Jérôme, puis etc. Là, je ne veux pas nommer de club plus que d'autres, mais il y a des joueurs de l'Outaouais s'expatriaient tous dans la région de Montréal pour aller jouer Junior 3. Et une des raisons pour laquelle on a acheté les Maroons de la chaîne, c'était pour faire jouer nos joueurs chez nous. Je te vois avec ton chandail aujourd'hui, tu le portes encore, même si officiellement tu as passé à autre chose. J'imagine qu'on va te retrouver encore au match et tu vas continuer à suivre. Absolument. Absolument. On va aller au match. On en a déjà parlé, là, les gars de l'organisation. Oui, mon chandail, je le porte fièrement, puis je l'ai tous les jours sur le dos. Pas tout le temps le même, mais des chandails que j'ai. Il n'y a pas d'erreur que je vais être au centre sportif de Buckingham pour la première game et les premières games et probablement toute l'année. Je pense pas qu'on peut sortir d'une organisation comme ça. Ça a été bien fait. On a une belle entente avec Jean-Marc et AJ. On se parle à tous les jours. Fait que, tu sais, c'est pas, ils nous ont pas enlevé notre bébé, là. On les a offert notre bébé. Fait que, puis, tu sais, ils ont payé ce qu'ils avaient à payer, puis c'était correct. Fait que, c'est sûr que j'ai aucune amertume. Puis même s'ils pensent pas comme moi des fois, c'est rendu le jouet à eux autres. Et moi, je vais respecter ça 100 000 $. Ben, en ce qui me concerne, moi, c'est terminé. Sylvain, ça va, toi? T'as-tu d'autres choses? Oui, ça va très bien, oui. Ben, excellent. Donc, ben, merci beaucoup. Comme on peut dire, Flames un jour, Flames toujours. Ouais, c'est ça. Ah oui, Flames un jour, Flames toujours, c'est sûr. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait mettre un logo des Mustangs de l'autre côté, mais j'ai pas eu le temps. Ben, un gros merci, Luc. Puis bravo pour tout le travail que toi et ton équipe vous avez fait avec l'organisation toutes ces années-là. On va voir ce que ça va donner avec la nouvelle administration. Ben, ça me fait plaisir. Vous connaissez mes coordonnées, je sais quelque chose. Pas trop. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Donc, un gros merci à Luc pour l'entrevue et aussi, évidemment, à Annick Brazo qui nous a accordé une entrevue un peu plus tôt. Merci à toi, Sylvain, pour toute l'actualité d'aujourd'hui. C'est fort agréable de jaser de ça avec toi. À quoi on s'attend là, la semaine, c'est-à-dire vendredi prochain pour la prochaine émission? Là, ça va être quoi les gros dossiers? Ben, on suit toujours l'ouverture des écoles et l'ouverture des entreprises. Il va y avoir beaucoup de précisions à avoir, surtout pour les écoles, à savoir comment on va organiser ça dans la région ici avec nos réalités régionales. Ça va être assez spécial. On va aussi s'attendre peut-être à avoir des commentaires un peu de la CSCV là, qui vont organiser leur flûte parce qu'il faut que les parents appellent ou signifient leur intention une semaine à l'avance. Donc, une semaine à l'avance, c'est lundi prochain. Puis comme invité, on va pouvoir jaser la détresse psychologique avec Audrey Saint-Onge. Puis aussi Diane Fontaine va venir nous parler de ses projets. Bonne soirée tout le monde.